Je m'appelle David. J'ai 32 ans et ma famille entière vient de cerner mon atelier avec une flotte de voitures de luxe, exigeant que je leur cède mon héritage pour sauver mon frère de la prison, mais ils ne savaient pas qu'il s'attaquait réellement. Avant que je vous raconte le moment où un milliardaire les a ignorés pour serrer la main de ma femme, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. C'était un mardi après-midi. Le genre de journée qui sent habituellement le cèdre et le vernis frais. C'est mon odeur préférée au monde. J'étais dans mon atelier, celui que mon grand-père a construit de ses propres mains il y a 50 ans. Je travaillais sur une table de salle à manger en noyer à bord naturel, ciselant soigneusement un assemblage en queue d'aronde. C'était calme, c'était paisible. C'était tout ce que ma vie n'est pas, d'ordinaire, quand ma famille est impliquée. Puis le sol a tremblé. Je n'exagère pas. J'ai senti la vibration à travers la dalle de béton avant même d'entendre les moteurs. Ce n'était pas le grondement d'un camion de livraison ou d'un tracteur. C'était le sifflement aigu et agressif de l'ingénierie allemande de haute performance. J'ai posé mon ciseau, essuyé mes mains sur mon tablier et je me suis dirigé vers la porte de garage. Ma femme, Sarah, arrivait tout juste. Elle conduit un Ford S-150 vieux de 10 ans. Il a une bosse sur le pare-choc arrière. La peinture du capot s'estompe et la suspension couine lorsqu'il transporte une charge lourde. Pour n'importe qui d'autre, c'est juste une vieille camionnette de travail déglinguée. Pour moi, c'est le plus beau véhicule sur la route à cause de la femme qui le conduit. Elle faisait marche arrière vers le rack à bois. La benne chargée de ce qui ressemblait à du bois de sciage brut recouvert d'une bâche. Mais elle ne put se garer. Un équerre vert citron lui coupa la route. Une Porsche 911 GT3 dérapa dans l'allée de gravier, soulevant un nuage de poussière qui recouvrit le pick-up de Sarah. Le conducteur s'en moquait. Il fit vrombir le moteur. Un son semblable à une tronçonneuse sous stéroïdes réclamant toute l'attention. C'était Kevin. Mon frère aîné, l'enfant prodige. Juste derrière lui se trouvait une Mercedes classe S noire, avançant comme un corbillard silencieuse et imposante. C'étaient mes parents, Arthur et Ma. Et pour fermer la marche, un Range Rover blanc qui semblait n'avoir jamais vu une seule tache de bout de sa vie. C'était Jessica, la femme de Kevin. Ils se garèrent en formation de manière à bloquer la sortie, bloquer l'entrée, et coincer efficacement le pick-up de Sarah contre la pile de bois. On aurait dit une prise d'otage. Kevin sortit de la Porsche. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que toute ma collection d'outils. Il ajusta ses poignets, regarda la poussière sur ses mocassins italiens polis et grimaça, puis il regarda le pick-up de Sarah. « Jésus, David !» cria-t-il, sa voix perçant la poussière qui retombait. « Tu laisses encore ta femme conduire ce tas de ferraille? C'est une horreur. Ça dévalue l'immobilier de tout le comté par sa seule existence. » Sarah descendit de la cabine. Elle portait ses vêtements de travail habituels, une salopette en une chemise en flanelle aux manches retroussées et des bottes à bout d'acier. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et il y avait une trace de graisse sur sa joue. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air calme d'un calme effrayant. « Bonjour Kevin », dit-elle d'une voix posée. « Ravi de te voir aussi. Bien que, d'habitude, les gens appellent avant d'envahir. » Kevin ne la regarda même pas. Il regarda à travers elle comme si elle faisait partie du décor. Comme si elle était la domestique, il marcha droit vers moi, l'ignorant complètement. « Nous n'avons pas le temps pour les politesses », trancha Kevin. Il plongea la main dans la poche de sa veste et sortit une épaisse enveloppe. Il la jeta sur mon établi, puis sur le plateau en noyer que j'étais en train de poncer. Le papier glissa sur le bois, manquant de rayer la finition. « C'est quoi ça ?» demanda-je en la ramassant. C'était lourd, un poids juridique. « C'est la solution », dit mon père, Arthur, en sortant de la Mercedes. C'était un homme imposant autrefois, mais aujourd'hui il paraissait gris, fatigué et en sueur. « C'est la paperasse pour transférer le titre de propriété de ce terrain. Nous avons un acheteur aligné et un promoteur. Ils veulent transformer ça. » Il fit un geste vague vers mon atelier et les 20 hectares de forêt derrière en un complexe de glamping de luxe. J'ai ri. J'ai vraiment ri. « Papa, on en a déjà parlé. Le terrain n'est pas à vendre. Grand-mère me l'a laissé spécifiquement à moi, pour l'atelier. Et c'était son erreur, intervint ma mère. Ma, elle essuyait la poussière de ses lunettes de soleil avec un mouchoir en soie. Elle était sénile à la fin. Elle ne savait pas que tu gâcherais tout ça à jouer avec des blocs de bois pendant que ton frère construit un empire. Construire un empire? J'ai regardé Kevin. Il faisait les 100 pas, tapant furieusement sur son téléphone. Il ressemblait à un animal en cage. C'est comme ça que l'on appelle ça? Parce qu'aux dernières nouvelles, les empires n'ont pas besoin de vendre l'atelier de bois de leur petit frère pour rester à flot. Kevin s'arrêta net. Il se tourna vers moi, les yeux injectés de sang. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Petite termite, c'est de la finance, un fort effet de levier.
Tu ne comprendrais pas. J'ai juste besoin de liquidités, des liquidités temporaires. Liquidités, répéta Sarah. Testant le mot sur sa langue, elle était appuyée contre la calandre de son fort. Les bras croisés. C'est comme ça que l'on appelle ça quand on se noie. Tais-toi, hurla Jessica depuis le Range Rover. Elle n'était même pas descendue. Elle avait juste baissé sa vitre. Ne t'avise pas de lui parler sur ce ton. Tu conduis un camion qui sent le fumier. Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion sur la finance. Mon sang ne fit qu'un tour. Je peux supporter leurs insultes, j'en ai reçu toute ma vie. Mais, Sarah, non. Sortez d'ici, dis-je d'une voix basse. David, sois raisonnable, dit papa en s'approchant. Kevin est dans l'impasse. Un petit malentendu avec la SEC et certains créanciers. Il a besoin d'un prêt-relais. Ce terrain est le seul actif de la famille qui n'est pas actuellement hypothéqué. Hypothéqué? Je regardais papa. Tu m'as dit que ta maison était payée depuis 10 ans. Papa détourna le regard. Maman se mit à étudier ses ongles. Oh mon Dieu, chuchotai-je. Vous avez hypothéqué la maison pour lui, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est un investissement, cria Kevin. Ça va rapporter au décuple. J'ai juste besoin de couvrir un appel de marge, si je ne le fais pas. D'ici vendredi, ils vont commencer à saisir mes biens, moi, la Porsche. La maison dans les Hamptons, pou. Et tu penses que je vais vendre l'héritage de mon grand-père pour que tu puisses garder ta Porsche, demandai-je, incrédule. Kevin frappa l'établi du poing. Ce n'est pas juste une voiture, idiot. C'est une image, dans mon monde. L'image est tout. Si j'ai l'air pauvre, je deviens pauvre. Je ne peux pas me pointer à des réunions dans un fort. Il pointa à nouveau le pick-up de Sarah avec dégoût. Tu as jusqu'à demain, dit papa, la voix durcie. Ce n'est pas une requête. David, c'est une urgence familiale. Tu as un devoir. Tu as toujours été le plus égoïste. Caché ici dans les bois pendant que Kevin porte le nom de la famille. Maintenant, il est temps de payer ta dette. Signe les papiers, siffla Kevin. Ou je jure devant Dieu que je trouverai un moyen de te faire déclarer mentalement incapable et que je prendrai ta tutelle. Ne me teste pas. David, j'ai des avocats qui mangent de la sueur au petit déjeuner. Ils n'attendirent pas de réponse. Kevin fit volte-face, remonta dans sa voiture vers Citron et fit rugir le moteur. Le bruit était assourdissant dans le petit atelier. Papa et maman remontèrent dans la Mercedes sans me regarder. Jessica remonta sa vitre. Ils démarrèrent en trombe, projetant du gravier partout, nous laissant dans un nuage de poussière et de gaz d'échappement. Je suis resté là, à fixer l'enveloppe sur mon établi. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Sarah s'approcha de moi, elle posa une main sur mon épaule. Sa main était chaude, rugueuse et forte. Il déteste vraiment ce pick-up, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Il déteste tout ce qui n'est pas emballé dans de la feuille d'or. Marmonnai-je. Je suis désolé, Sarah. Je suis tellement désolé que tu doives subir ça. Elle sourit. Un étrange petit sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ne sois pas désolé. David, sois prêt. Prêt pourquoi? Prêt à leur montrer la différence entre le prix et la valeur. Elle regarda l'enveloppe, puis à nouveau sa camionnette poussiéreuse et cabossée. Il voit un tas de ferraille. Moi, je vois un véhicule de livraison. Et demain, David, nous allons livrer quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Je ne le savais pas encore. Mais ce pick-up cachait un secret valant 50 millions de dollars, et mon frère venait de déclarer la guerre à la seule personne qui aurait pu le sauver. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement déchiré ce contrat sur le champ pour le jeter dans la déchiqueteuse à bois, il faut comprendre l'histoire. Ce n'était pas un éclat de voix ponctuel. C'était le point culminant d'une vie entière passée à être l'autre fils. Et spécifiquement les 5 années d'enfer qu'il avait fait vivre à Sarah. Tout a commencé à notre mariage. Nous ne voulions pas d'une grande cérémonie. Sarah et moi sommes des gens simples. Nous voulions nous marier sous le vieux chêne de ma propriété. Celui que mon grand-père avait planté. Nous voulions un barbecue, de la bière fraîche et un groupe de bluegrass. Mais ma mère, mâle, a agi comme si nous invitions les gens à l'enterrement de son statut social. C'est rustique, avait-elle dit pendant le dîner de répétition, en regardant les bancs en bois que j'avais construits moi-même pour la cérémonie. Très terre à terre, dit-elle. Terre à terre de la même manière qu'on dirait affecté. Mais le véritable coup de poignard dans le dos est venu lors des Toous. Kevin était mon témoin non pas parce que je le voulais, mais parce que mes parents insistaient sur le fait que cela ferait mauvais genre s'ils ne l'étaient pas. Je me souviens être assis là, tenant la main de Sarah. Elle était radieuse dans une simple robe en coton blanc qu'elle avait achetée dans une boutique vintage. Elle n'aimait ni les diamants ni la soie, elle aimait les choses qui avaient une histoire. Kevin se leva, tenant une coupe de champagne qui coûtait plus cher que le but et traiteur. Il était déjà éméché. Ah David, commença-t-il, affichant ce sourire à $1 million qui charmait les investisseurs et dupait les parents. Mon petit frère, vous savez, je me suis toujours inquiété pour lui.
pendant que j'étudiais l'économie et que j'apprenais comment le monde tourne. David jouait dans la boue, il aime le bois, il aime la terre. Quelques personnes gloussèrent. Mes parents rirent le plus fort. Kevin se tourna vers Sarah. Et puis il a rencontré Sarah et je me suis dit, waouh. Il a vraiment trouvé sa moitié. Quelqu'un qui aime la terre autant que lui. Les rires s'estompèrent un peu. C'était méchant. C'était ciblé. Non, vraiment, continua Kevin, bafouillant légèrement. Je veux dire. Regardez-les. Certains d'entre nous sont destinés à bâtir des empires pour toucher le ciel. Et d'autres, eh bien, d'autres sont destinés à construire des nichoirs, et c'est très bien. Le monde a besoin de nichoirs, tout comme le monde a besoin de gens pour conduire les camions et nettoyer les sols. Il leva son verre, à David et Sarah. Puissiez-vous avoir une vie heureuse, là-bas, au ras du sol. Je me suis levé. J'étais prêt à le frapper. Je sentais la chaleur monter dans mon cou. Mais Sarah me serra la main. Fort. J'assis-toi, murmura-t-elle. Il vient de t'insulter, sifflai-je. Il s'est démasqué lui-même. Corrigea-t-elle. N'interromps jamais un ennemi quand il est en train de commettre une erreur. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas partie en trombe. Elle a juste pris une gorgée de son thé glacé. Et a regardé Kevin avec un regard de pitié. C'était ça, Sarah. Elle était faite d'un métal bien plus solide que le mien. Mais l'incident qui a véritablement scellé ma haine envers le moment où j'ai su qu'Inny avait plus de retour en arrière possible s'est produit 2 ans plus tard. C'était le 65e anniversaire de mon père, un gala de prestige au City Club. C'était le sanctuaire intérieur de l'élite de la ville, sol en marbre. Lustre en cristal et un parking rempli de Ferrari et de Bentley. Ma voiture, une berline modeste, était au garage pour des réparations. Le pick-up de Sarah était notre seul véhicule en état de marche. On ne peut pas emmener le pick-up au City Club, avais-je dit, paniqué. Pourquoi pas? Demanda Sarah en faisant sauter ses clés. Il a 4 roues et un moteur. Il nous emmène l'un. Toi à un point B. Sarah, ces gens. Ils jugent. Laisse-les juger, dit-elle. Je ne vais pas faire 5 kilomètres à pied avec des talons. Nous avons donc pris le Ford F-150. Nous sommes arrivés au service de voiturier juste derrière le tout nouveau Lamborghini Urus de Kevin. Le voiturier, un gamin dans un gilet rouge, ouvrit la portière à Kevin. Il s'inclina presque. Kevin lui jeta un billet de $100 et entra fièrement dans le club avec Jessica au bras. Puis ce fut notre tour. Le voiturier n'ouvrit pas la portière. Il recula. En fait, il regarda la boue sur les pneus. Il regarda les rayures sur la benne. Il nous regarda. J'ai baissé la vitre. Réservation pour la réception Millet. Le gamin avait l'air mal à l'aise. Monsieur, je suis désolé. Nous ne pouvons pas garer de véhicule utilitaire sur le parking avant. C'est le règlement. Ce n'est pas un véhicule utilitaire, dis-je. Le visage brûlant. C'est le véhicule personnel de ma femme. Il est imposant. Bafouilla le gamin. Et l'État. La direction est très stricte sur l'esthétique de l'entrée. Il y a un parking public à environ 4 pâtés de maison d'ici. J'ai vu Kevin debout en démarche qui nous regardait. Il n'aidait pas. Il riait. Il était littéralement en train de nous montrer du doigt à un groupe de ses partenaires d'affaires. Et, David, cria Kevin depuis l'escalier, gare-le près de la benne à ordures. Il passera inaperçu. Le groupe autour de lui explosa de rire. Jessica se couvrit la bouche en gloussant. Mon père, qui venait de sortir pour accueillir les invités, vit l'agitation. Il descendit les marches. J'ai cru une seconde qu'il allait arranger les choses. Papa, dis-je, dis-lui que nous sommes avec toi. Mon père regarda le pick-up. Il regarda la file de voitures de luxe qui attendait derrière nous. Il regarda les gens qui observaient la scène. David, dit-il d'une voix froide, ne fais pas de scène. Tu connais les standards ici. Pourquoi dois-tu toujours être si difficile? Gare-toi plus loin et essaie d'entrer par l'entrée latérale. Tu as l'air couvert de poussière. Il me tourna le dos. J'avais envie d'hurler. J'avais envie de projeter le pick-up contre les colonnes de marbre. Sarah passa la première. C'est bon, David. Ce n'est pas bon, criai-je. Il te traite comme une moins que rien. Non, dit-elle calmement en nous éloignant de l'entrée. Il me traite comme un stéréotype. Et c'est là leur faiblesse. Nous nous sommes garés à 4 pâtés de maison. Il s'est mis à pleuvoir. Nous avons marché jusqu'au club sous la pluie. Quand nous sommes entrés, trempés et relottants, Kevin a porté un toast sur le dévouement. Regardez David et Sarah, annonça-t-il à la salle. Trop radin pour se payer un taxi. Alors ils sont venus à pied sous la pluie. C'est ce genre de courage ou de stupidité qui caractérise la famille. Ce soir-là, assis à la table du fond près des portes battantes des cuisines où il nous avait placés, Jessica se pencha vers Sarah. Tu sais, dit Jessica en faisant tourner son vin dans son verre. Je pourrais te recommander une bonne crème pour les mains. Tes mains, elles sont si rugueuses, comme du papier de verre. Ça doit être affreux pour David. Un homme aime les femmes aux mains
Douce des mains qui n'ont pas l'air de travailler. Sarah regarda ses propres mains. Elles étaient calleuses. Il y avait de petites cicatrices dues à la manipulation de fils de fer et de métal. C'étaient des mains fortes, des mains qui construisaient des choses. Mes mains vont très bien. Jessica, dit Sarah. Elle s'agrippe aux choses qui comptent. Eh bien, ricana Jessica. Je suppose qu'il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot pour que les autres puissent profiter de la vue. J'ai regardé Sarah. Je m'attendais à ce qu'elle craque. Au lieu de cela, elle observait simplement Kevin et mon père à l'autre bout de la pièce. Serrant des mains, concluant des contrats, se tapotant mutuellement dans le dos. David, me chuchota-t-elle ce soir-là. Sais-tu quel est le plus grand danger pour un enfant prodige? Quoi? Il n'apprend jamais à tomber. Et quand il tombe, il vole en éclats. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Je pensais qu'elle essayait juste de me consoler. Je ne savais pas que Sarah n'était pas juste une fille de la campagne qui aimait conduire un pick-up. Je ne savais pas qu'elle avait un doctorat en sciences des matériaux. Je ne savais pas que les livraisons qu'elle faisait dans ce pick-up étaient des prototypes pour un matériau de construction biodégradable révolutionnaire. Je ne savais pas que ma femme possédait virtuellement un ticket de loterie gagnant pendant que ma famille la traitait comme une mendiante. Mais maintenant, assis dans mon atelier avec la menace de tout perdre, tous ces souvenirs remontaient à la surface, les insultes, la pluie, les rires. J'ai regardé à nouveau le contrat, transfert de titre de propriété. Ils veulent la guerre, dis-je à l'atelier vide. D'accord, ils vont l'avoir. Mais j'avais peur. J'étais un travailleur du bois face à un requin de Wall Street. Je n'avais pas l'argent pour une bataille juridique. Je n'avais aucun levier. Du moins, c'est ce que je croyais. Mon téléphone sonna. C'était ma sœur, Emily. La seule personne normale de la famille à part moi. David, elle semblait essoufflée. David, écoute-moi, me signe rien. Je sais, M, je ne le ferai pas. Non, tu ne comprends pas. Elle baissa la voix. Je suis chez papa et maman. J'ai surpris Kevin au téléphone avec son avocat. C'est pire que ce qu'il a dit. Ce n'est pas juste un problème de liquidité. David, il fait l'objet d'une enquête pour fraude. S'il ne rembourse pas ses investisseurs d'ici vendredi, il ne sera pas seulement ruiné et il ira en prison fédérale. J'ai eu un nœud à l'estomac. Et David, continua-t-elle. Les investisseurs, ce ne sont pas juste des banques. Ce sont des gens dangereux, des requins du capital investissement. Ils vont tout saisir, si tu cèdes ce terrain. Ils ne construiront pas de complexe, ils vont tout raser. Vendre le bois et laisser une terre désolée. Tu m'entends? Je t'entends, dis-je. Et une dernière chose, ajouta Emily. Papa et maman, ils ont signé une procuration générale en faveur de Kevin le mois dernier. Ils pensaient qu'ils géraient leur retraite. Il a accès à tout, si tu vends le terrain. L'argent n'ira pas pour les sauver. Il ira rembourser ses dettes personnelles. Il va vider les comptes de la famille et vous laisser tous sans rien. J'ai raccroché. Mes mains étaient froides. Ce n'était plus seulement une question de manque de respect. C'était une question de survie. Sarah revint dans l'atelier. Elle avait une expression étrange. Elle tenait sa tablette. David, dit-elle, je veux que tu regardes ça. Elle tourna l'écran vers moi. C'était un article financier. Le titre disait « Ecocor Solutions annonce des rumeurs de partenariat avec le milliardaire Julian Stelling. » D'accord, dis-je, confus. C'est quoi Ecocor et qui est Julian Stelling? Julian Stelling est l'homme que Kevin essaie de rencontrer depuis 5 ans. Dit Sarah. C'est la baleine dont Kevin a besoin pour sauver son fonds. Sarah balaya vers l'image suivante. C'était un graphique du cours de l'action Ecocor. Il montait en flèche. Kevin a parié contre cette entreprise, dit Sarah calmement. Il a vendu à découvert. Il a parié des millions que cette entreprise ferait faillite. C'est pour ça qu'il est ruiné. D'accord, dis-je, ne comprenant toujours pas le lien. Donc, il a fait un mauvais pari. Quel est le rapport avec nous avec le pick-up? Sarah me regarda droit dans les yeux. Elle prit une grande inspiration. David. Ecocor. Ecological Core Material. Elle désigna la pile de bois dans la benne de son pick-up, ce bois qu'elle transportait tous les jours. Ce n'est pas du bois. David. C'est une fibre composite que j'ai inventée dans notre garage il y a 6 ans. Inifuge. Imperméable, plus solide que l'acier. Je suis resté bouche bée. Quoi? C'est moi, Ecocor, David. Murmura-t-elle. Je suis la fondatrice. Je suis la PDG. Et Kevin. Kevin vient de parier sa vie entière contre sa propre belle-sœur. Le silence dans l'atelier était absolu, le genre de silence qui survient après l'explosion d'une bombe juste avant que l'onde de choc ne vous percute. Tu es quoi? Bafouillai-je. J'ai regardé ma femme, la femme qui découpait des coupons pour les courses. La femme qui raccommodait mes pantalons de travail au lieu de n'en acheter de nouveaux. La femme qui conduisait un pick-up qui faisait le bruit d'un tracteur agonisant. Je suis l'actionnaire majoritaire d'Ecocor Solutions, dit-elle d'une voix ferme mais basse. Je l'ai constitué sous une société écran pour que ta famille ne mette pas le nez dedans. Je ne
Voulais pas qu'il sache. Pas avant que ce soit prêt. Pas avant que les brevets soient sécurisés. Je me suis assis sur un tabouret parce que mes jambes semblaient soudain s'être changées en coton. Attends, tu veux dire les expériences, les projets de jardinage au fond? L'atelier, corrigea-t-elle gentiment. Je synthétisais de la lignine à partir de déchets agricoles. Cette boue dont Kevin se moquait. Tout le temps, c'était des millions de dollars de recherche chimique propriétaire. Mon cerveau essayait de rattraper le coup. Donc, tu es riche sur le papier? Oui, très. Dit-elle. Mais tout le capital a été réinvesti dans l'entreprise. Nous sommes restés en mode furtif jusqu'à présent. Elle tapota à nouveau l'écran de sa tablette. Julian Stelline. Le milliardaire investisseur, il nous courtise depuis des mois. Il veut les droits exclusifs d'utilisation de mon matériau pour son nouveau projet de ville durable. Dans le Nevada, si je signe avec lui, la valeur des Cocors triple du jour au lendemain. J'ai regardé à nouveau le titre de l'article, puis j'ai regardé le contrat froissé que Kevin m'avait jeté. Et Kevin, comment sais-je? Kevin a vu une petite entreprise inconnue déposer d'énormes brevets et a supposé que c'était une arnaque, expliqua Sarah. Il a pensé que c'était une bulle. Alors il a utilisé un effet de levier de l'argent emprunté pour parier que l'action des Cocors s'effondrerait quand l'arnaque serait révélée. Il nous a vendus à découvert. David, de manière agressive. À quelle hauteur? Assez pour couler un cuirassé, dit-elle. Et puisque l'action ne s'est pas effondrée, puisqu'elle a même monté à cause des rumeurs sur Stelline, il doit payer la différence. Il est pris dans une liquidation forcée des positions courtes. Chaque dollar que prend notre action, Kevin en perd 10. J'ai senti un rire monter dans ma poitrine. C'était un rire hystérique, terrifiant. Donc, si je comprends bien, mon frère te traite de moins que rien. Insulte ton pick-up et essaie de me voler mon terrain. Tout ça pendant qu'il perd sa fortune en pariant contre ton entreprise? L'ironie est une maîtresse cruelle, dit Sarah avec un éclair d'acier dans les yeux. Est-ce qu'il le sait? Demandai-je. Sait-il que c'est poids? Personne ne le sait, dit-elle. Mon nom sur les documents légaux était Smiley. Il pense probablement que c'était un type nommé Steve. Il m'a jamais posé de questions sur mon travail, jamais. Pour lui, je suis juste la fille de la campagne qui joue dans la terre. Soudain, des coups frappaient à la porte de l'atelier, nous firent sursauter tous les deux. Ce n'était pas Kevin, c'était un coursier, un jeune type qui avait l'air terrifié. David Millet, demanda-t-il. C'est moi. Il me tendit une enveloppe rouge. Service prioritaire du cabinet Vance et Associés. Je l'ouvris. C'était un avis d'audience, une audience de compétence en urgence. J'ai lu le jargon juridique, mon sang se glaçant. Requête pour mise sous tutelle involontaire, citant un comportement erratique. La thésaurisation d'actifs au détriment de la stabilité familiale, instabilité mentale. Ils l'ont fait. Chuchotai-je. Kevin l'a vraiment fait. Il a déposé une demande pour me faire déclarer incapable afin de saisir le terrain. Sarah m'arracha le papier des mains. Elle le lut, ses yeux parcourant les lignes rapidement. Il prétend que ton refus de vendre le terrain pour sauver la famille de la ruine est la preuve d'une maladie mentale, dit-elle, sa voix tremblante de colère désormais. Il utilise sa propre faillite comme une arme. Il dit qu'aucune personne saine d'esprit ne laisserait son frère aller en prison. Peut-il faire ça? Demandai-je. Avec assez d'argent et un avocat véreux? Peut-être, dit Sarah. Il est désespéré. David, un animal désespéré mort. Mon téléphone sonna à nouveau. C'était papa. Je mis le parleur. David, la voix d'Arthur était tonitruante. Tu as les papiers? Je les ai, dis-je. Tu essaies de me faire enfermer? Ton propre fils? C'est pour ton bien, dit papa, d'un ton presque convaincant. Tu ne réfléchis pas clairement. Tu es émotif. Nous devons reprendre le volant avant que tu ne précipites cette famille dans le ravin. Signe simplement le transfert de terrain et nous retirons la requête. C'est simple, c'est du chantage, dis-je. C'est le business, fiston, dit papa. Kevin a un contrat qui se boucle demain. Un gros investisseur. S'il se pointe avec le titre de propriété de ton terrain comme garantie, il obtient les liquidités dont il a besoin. Il nous sauve tous. Sinon, eh bien, je ne pourrais pas te protéger face aux tribunaux. Qui est l'investisseur? Demandai-je en regardant Sarah. C'est Julian Stelline, dit papa, lâchant le nom comme une bombe. Monsieur Stelline rencontre Kevin demain. Directement chez toi. Il veut voir le bien en personne. Si Kevin sécurise ce contrat, il est de nouveau au sommet. Ne gâche pas ça. David, Stelline est un faiseur de roi. J'ai regardé Sarah, ses sourcils se sont levés. Kevin mentait à papa. Ou bien il délirait. Stelline ne venait pas voir le terrain. Stelline ne venait pas prêter de l'argent à Kevin. Papa, dis-je, amène-le. Amène Kevin, amène l'avocat. Venez demain à midi. Donc tu vas signer, demanda papa, l'espoir dans la voix. Je te donnerai une réponse. Dis-je, et dis à Kevin de porter son meilleur costume. S'il doit rencontrer Julian Stelline, il voudra avoir l'air d'un homme qui a réussi. J'ai raccroché.
J'ai regardé Sarah. Stelling vient ici dans mon atelier. Il m'a appelé il y a 1 heure, dit Sarah en souriant. Il veut signer le contrat de partenariat. Il veut voir l'endroit où le matériau a été inventé. Il adore l'histoire de la start-up apnée dans un garage. Il trouve ça authentique. Donc Kevin pense que Stelling vient pour lui. Réalisez-je. Mais Stelling vient en fait pour toi. Exactement. Et Kevin pense qu'il va utiliser mon terrain comme garantie pour obtenir de l'argent. De l'homme qui est précisément en train de le ruiner. C'est une tempête parfaite, dit Sarah. On doit se préparer. Dis-je. J'ai regardé mon atelier poussiéreux. Je dois nettoyer. Je dois. Non. Sarah m'arrêta. Ne change rien. Stelling déteste la prétention. Il déteste le faux. C'est pour ça qu'il m'apprécie. Il aime le pick-up. Il aime la poussière. Elle s'approcha de son Ford S-150 cabossé et tapota le capot. Demain, dit-elle. Nous allons garer ce pick-up pile au milieu de l'allée. Et quand ils me diront de le déplacer, je leur dirai exactement à qui appartient la route. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assis sur le porche à écouter les grillons. J'ai repensé aux années passées à être la déception de la famille et les années où papa me regardait, avec ce vague sentiment d'échec dans les yeux. La façon dont maman s'excusait auprès de ses amis pour mon travail. Oh David, il travaille de ses mains. Ils se cherchent. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ont seulement vu ce que je n'étais pas. Et Sarah, mon Dieu. Sarah, ils l'ont traitée comme une tache sur le portrait de famille parce qu'elle ne portait pas du Chanel, parce qu'elle ne cancanait pas au country club, parce qu'elle avait de la graisse sous les ongles. Demain, le monde allait basculer. Je suis rentré. Sarah était à la table de la cuisine en train de relire un contrat de 50 pascal. Elle avait ses lunettes de lecture. Elle avait l'air fatiguée, mais elle paraissait puissante. Et, dis-je, ça va? Elle leva les yeux. Je viens de recevoir un mail de l'avocat de Kevin. Il menace de faire venir le shérif pour nous expulser de la propriété demain si nous n'avons pas signé avant 11h59. Qu'il essaie, dis-je. David, dit-elle doucement. Es-tu prêt à les perdre? Perdre qui? Tes parents, Kevin, après-demain. Il n'y aura plus de retour en arrière. Quand je l'humilierai et je vais l'humilier, ils vont nous haïr. Pas juste ne plus nous aimer, nous haïr. J'ai pensé à la procuration. J'ai pensé à la mise sous tutelle. J'ai pensé à Kevin traitant ma femme de moins que rien. Ils m'ont perdu il y a bien longtemps, Sarah, dis-je. Ils ne s'en sont juste pas rendus compte parce que j'étais encore dans la pièce. Elle hocha la tête. D'accord alors, dormons un peu. Nous avons un milliardaire à recevoir. Le matin de la confrontation était d'une beauté étrange. Le soleil perçait la brume suspendue au-dessus des arbres, changeant la rosée sur l'herbe en diamant. C'était le genre de matin qui vous rend heureux d'être en ville à moins que vous ne soyez sur le point d'exécuter votre propre frère. Je me suis réveillé tôt. Vers 5 heures du matin. Sarah était déjà debout. Je l'ai trouvée dans l'allée en train de laver le pick-up. Enfin, laver est un grand mot. Elle passait le jet pour enlever le plus gros de la boue dans les passages de roue. Mais elle ne le faisait pas briller. Elle n'essayait pas de cacher ce qu'il était. Je croyais que l'on assumait la poussière, demandai-je en lui tendant une tasse de café. Je veux que le logo soit visible, dit-elle. Elle pointa la portière du pick-up. Habituellement, elle était recouverte d'autocollants magnétiques pour des quincailleries locales ou simplement nues et sales. Aujourd'hui, elle y avait collé un logo magnétique et un design simple de feuilles vertes géométriques avec les mots Ecocor R&D Unité 1. Subtil, dis-je, ce n'est pas pour eux, dit-elle en grattant une tache de goudron sur la poignée. Ils ne le liront même pas. Ils sont aveugles aux détails. C'est pour Stelling. Il aime l'image de marque. À 10 heures, j'avais l'estomac noué. Je me suis occupé dans l'atelier en affûtant mes ciseaux. Il y a quelque chose de méditatif dans l'affûtage de l'acier, le mouvement répétitif. Le son du métal sur la pierre, ça vous recentre. À 11h30, l'invasion commença. Cette fois, il n'y eut pas de vibration d'avertissement. Ils arrivèrent, tout simplement. La Porsche de Kevin ouvrait à nouveau la marche, mais cette fois, il y avait un deuxième SUV noir, un Cadillac Escalade. 2 hommes en costume en descendirent. Ils ressemblaient à des avocats ou à des croque-morts. Peut-être les deux, Arthur et Matt, sortirent de la Mercedes. Ils étaient habillés pour un enterrement, tout en noir, très sombre, très dramatique. Kevin paraissait maniaque. Sa cravate était de travers. Il transpirait abondamment malgré la fraîcheur matinale. Il regardait sa montre toutes les 3 secondes. « Déplace ce camion !» hurla Kevin dès qu'il fut sorti de sa voiture. Il ne dit pas bonjour. Il pointa simplement le Ford de Sarah, garé en plein milieu de l'heure de retournement en gravier. « Bonjour à toi aussi, Kevin, dit Sarah. Elle était assise sur l'ayon du pick-up, buvant du café dans un thermo. Elle avait l'air totalement sereine. J'ai dit déplace-le. Kevin s'approcha, le visage violet. Monsieur Stelling sera là dans 20 minutes. J'ai besoin que cet espace soit libre pour ça. Rolls-Royce. Je ne veux pas qu'il voie ce
Ce camion poubelle dès son arrivée. Ce pick-up reste là. Dis-je en sortant de l'atelier. Je tenais un gros marteau de charpente à la main, pas de manière menaçante, je le tenais simplement. Ça faisait du bien d'avoir quelque chose de lourd en main. David, l'avocat de l'escalade, s'avança. Je suis maître Vance, nous nous sommes parlé au téléphone, à moins que vous ne soyez prêt à signer le transfert de titre immédiatement. Mes clients m'ont donné instruction de lancer la procédure d'audience de compétence. Nous avons un juge en attente. Vous avez un juge en attente un mercredi? Demandai-je. Oui, le but et corruption de Kevin doit être sacrément élevé. Surveille ton langage. Trancha papa. Nous essayons de te sauver de toi-même et de sauver cette famille. Est-ce pour ça que tu as hypothéqué ta maison, papa? Demandai-je à voix haute. L'avocat regarda papa. Papa tressaillit. Sœur de propos. Dit Vance, la question est votre capacité à prendre des décisions rationnelles concernant cet actif. Je suis très rationnel, dis-je. Je garde mon terrain. Alors tu ne nous laisses pas le choix, cria Kevin. Vance. Appelez le shérif. Faites-le expulser. Je veux que cette propriété soit sécurisée avant que Stelling arrive. Vous ne pouvez pas m'expulser comme ça, dis-je. J'ai la procuration sur la succession. Mentit Kevin. Ou peut-être ne mentait-il pas. Peut-être avait-il piégé papa pour qu'il la signe. Aussi, ce terrain est virtuellement à moi. Sarah sauta du léon, ses bottes crissant sur le gravier. En fait, dit-elle. Sa voix coupant les cris, non. Tout le monde la regarda. Tais-toi, Sarah, siffla Jessica près de la Mercedes. Les adultes parlent. Le terrain n'appartient plus à David, dit Sarah. Ignorant Jessica. Elle plongea la main dans la poche de sa salopette et sortit un document plié. Kevin se figea. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as vendu, espèce d'idiot. À qui l'as-tu vendu? Je ne l'ai pas vendu, dit David en se plaçant à côté de Sarah. Je l'ai transféré il y a 2 ans. Transféré à qui? Exigea papa. Tu ne peux pas transférer un terrain familial sans approbation. Je l'ai transféré à une entreprise, dis-je, comme investissement en capital. Quelle entreprise? Exigea Kevin. Une société écran, je vais les poursuivre. Je vais les enterrer. Tumberforge Innovation LLC. Lut Sarah sur le papier. Qui est une filiale à 100% des Cocor Solutions. Le visage de Kevin devint blanc. Il perdit ses couleurs si vite que mon raidit un fantôme. Éco quoi? Chuchota-t-il. Écocor, dit Sarah distinctement. L'entreprise contre laquelle tu paries. Kevin, l'entreprise qui est sur le point de te ruiner. Toi, Kevin pointa un doigt tremblant vers elle. Tu travailles pour eux? Tu es chauffeur pour eux? Sarah rit. C'était un son froid et dur. Kevin, tu m'as toujours rien compris. Avant qu'elle ne puisse expliquer. Un bourdonnement sourd et profond emplit l'air. C'était différent du hurlement de la Porsche. C'était le son d'une puissance pure et absolue. Une imposante Rolls-Royce fantôme noire tourna dans l'allée. Elle était escortée par 2 SUV. Sécurité noire. Il est là. Halta Kevin. La panique l'envahit. Il oublia Sarah. Il oublia le terrain. Il passa en mode survie. D'accord, tout le monde agissait normalement, cria Kevin. Essuyant la sueur de son front. David, cache le marteau. Sarah, dégage ce camion de là. Papa, tiens-toi droit. Il courut vers la voiture qui approchait, ajustant sa cravate. Affichant son faux sourire d'homme d'affaires accompli. Monsieur Stelling. Fit Kevin de la main. Par ici, bienvenue. La Rolls-Royce glissa devant Kevin. Elle ne ralentit même pas. Kevin dut sauter de côté pour éviter d'être heurté par le rétroviseur. La voiture roula lentement vers l'atelier, vers le Ford S-150. Kevin courut après elle. Monsieur Stelling, vous faites fausse route ça. C'est la zone de service, ce sont juste les employés. La Rolls-Royce s'arrêta silencieusement juste à côté du pick-up de Sarah. Le contraste était saisissant, la rutilante berline de luxe à $1 demi-million à côté de la camionnette de travail cabossée et poussiéreuse. La portière arrière de la Rolls-Royce s'ouvrit. Un homme en sortit. Il avait la soixantaine, les cheveux argentés, portant un costume bleu marine qui semblait simple mais coûtait probablement plus cher que la Porsche de Kevin. C'était Julian Stelling, le milliardaire. Kevin se jeta devant Stelling. Monsieur Stelling. Je suis Kevin Millet. Nous avons échangé des mails. Je suis si heureux que vous soyez venu. Ignorez ce désordre. Ignorez ces gens. Si nous pouvions simplement passer dans mon bureau enfin. Mon bureau temporaire, nous pourrions discuter du financement pour le fonds. Julian Stelling s'arrêta. Il regarda Kevin. Il le regarda comme on regarde une mouche qui tourne autour de votre salade. Kevin Millet demanda Stelling. Sa voix était grave et rocailleuse. Oui, monsieur, rayonna Kevin. J'ai reçu vos mails, dit Stelling. Ma secrétaire me dit que vous avez été très persistant. Je suis un fonceur, monsieur. Vous êtes une nuisance, dit Stelling platement. Et selon mes analystes, vous êtes actuellement insolvable. Je ne fais pas l'affaire avec des parieurs insolvables. La bouche de Kevin s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson.
Stelling se détourna de lui, il regarda le Ford S-150, puis il regarda Sarah. Son visage changea. Il sourit d'un sourire sincère et chaleureux. Il passa devant Kevin. Il passa devant mes parents. Stupéfait. Il passa devant l'avocat. Il marcha droit vers Sarah, qui s'essuyait les mains sur un chiffon. « Sarah » dit Stelling en tendant les deux mains. Sarah lui prit la main. « Julia, ravi de te voir. Désolé pour la poussière. La poussière est la meilleure partie. » Rit Stelling. Il lui serra vigoureusement la main. « Ça veut dire qu'on travaille. C'est le lot ?» Il désigna le bois dans le pick-up. « Le dernier prototype, » dit Sarah. « Nous avons augmenté la résistance à la traction de 15%. » « Brillant, » dit Stelling. « Absolument brillant. » Puis il se tourna vers le groupe, vers Kevin qui tremblait. Vers papa dont la bouche restait ouverte, vers maman qui s'agrippait à son collier de perles. « Je suppose, » dit Stelling en désignant Sarah, « que vous connaissez tous la présidente ?»« Présidente, Quina papa. »« Sarah Millet. » dit Stelling, fondatrice et PDG d'Ecocor Solutions, la femme qui est sur le point de révolutionner l'industrie de la construction. Et il me regarda. Mon nouveau partenaire d'affaires. Le silence qui suivit la présentation de Julian Stelling était plus lourd que le bois sur le pick-up de Sarah. C'était un vide, une force physique qui aspirait l'air de la clairière. « PDG ?» chuchota Kevin. Le mot s'échappa à peine de sa gorge. Il regarda Sarah. Il la regarda vraiment. Il regarda sa salopette, ses bottes, ses cheveux ébouriffés. Son cerveau essayait de résoudre l'équation et échouait lamentablement. Mais elle conduit un pick-up. Stelling se tourna lentement vers Kevin. Les yeux du milliardaire étaient froids. « Jeune homme. Sam Walton a conduit un pick-up jusqu'au jour de sa mort. Warren Buffett conduit une vieille Cadillac, la richesse murmure. Le désespoir hurle. » Il jeta un regard pointu vers la Porsche vert citron de Kevin. Kevin tressaillit comme s'il avait été giflé. « C'est une blague » hurla Jessica depuis la touche. Elle s'avança. Ses talons s'enfonçant dans le gravier. « C'est une sorte de canular, Sarah, une PDG ?» Elle a à peine fini ses études locales. Elle plante des fleurs. C'est une paysanne. Jessica, arrête, dis-je en m'avançant. Non, hurla Jessica. Je ne m'arrêterai pas, monsieur Stelling. On vous arnaque. Ces gens sont des fraudeurs. Sarah n'est personne. Elle vit au crochet de la famille de mon mari depuis des années. Sarah ne cria pas. Elle ne se mit pas en colère. Elle tendit simplement le bras dans la cabine de son pick-up et sortit une mallette métallique élégante qui jurait dans le fort. Elle fit jouer les loquets. Clic, clic, elle sortit un dossier de brevet. Il était épais. Relié dans un papier bleu. Brevet américain numéro 9, lut Sarah calmement. Méthode de synthèse de composite polymère à haute densité à base de lignine. Inventeur, Sarah. J. Millet, CEDA, Ecocor SOLUTIONS. Elle jeta le document sur une pile de planches. Il atterrit avec un bruit sourd. Elle en sortit un autre. Statut constitutif. Ecocor Solutions. Actionnaire majoritaire Sarah J. Millet. POC. Elle sortit un troisième document. Et celui-là est le plus amusant. Elle s'approcha de Kevin. Elle se tint face à lui, les yeux dans les yeux. Elle faisait 15 centimètres de moins que lui, mais à cet instant, elle le surplombait. Ceci est un relevé de transaction de la bourse de New York, dit-elle doucement. Il montre une position courte massive prise contre Ecocor Solutions il y a 3 mois. Initié parmi les Capital Partners. C'est toi, n'est-ce pas, Kevin? Kevin tremblait si fort que ses dents s'entrechoquaient presque. Il ne pouvait pas parler. Il hocha simplement la tête faiblement. « Tu as parié contre moi, » dit Sarah. « Tu as parié contre la famille. Tu pensais que parce que tu ne me voyais pas porter de costume, je ne travaillais pas. Tu pensais que parce que je ne me vantais pas, je n'avais rien dont je pouvais être fier. Je ne savais pas, » bafouilla Kevin. « Sarah, s'il te plaît, je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su. Si tu avais su, tu aurais essayé de me le voler. » Coupé exactement comme tu as essayé de me voler mon terrain. Le terrain, dit Sarah, se tournant vers l'avocat. Maître Vance, c'est bien ça? L'avocat avait l'air terrifié. Il réalisait qu'il était du mauvais côté d'une équation 13. Puissante. Oui, madame, puisque le terrain est la propriété d'Ecocor, dit Sarah. Et puisque Kevin n'a ici aucun droit sur les actifs d'Ecocor, je crois que votre requête pour mise sous tutelle est désormais. Quel est le terme juridique? Frivole. Absolument, madame. Dit Vance en reculant. J'ai été induit en erreur par mon client concernant le statut de propriété. Je retire la requête immédiatement. Vous ne pouvez pas, hurla Kevin. Il attrapa le bras de l'avocat. Vous ne pouvez pas partir. J'ai besoin de ça. Il pivota vers le milliardaire. Monsieur Stelling, s'il vous plaît, vous êtes partenaire avec elle? Bien, c'est génial. On est une famille. Tout reste dans la famille. Ça veut dire que ma dette, on peut sûrement s'arranger. Je peux gérer le fonds pour vous. Je peux. Stelling leva la main. Monsieur Millet.
Soyons clairs. J'achète une participation de 20% dans EcoCore pour 50 millions de dollars. 7. Argent va à l'entreprise à Sarah, il ne sert pas à éponger vos dettes de jeu. 50 millions? Murmura Mal. Elle avait l'air sur le point de s'évanouir. Elle regarda Sarah avec une adoration soudaine et grotesque. Sarah, oh mon Dieu, 50 millions ma chérie. Maman se précipita vers l'avant, les bras ouverts, essayant de serrer Sarah dans ses bras. J'ai toujours su que tu étais spécial. Ne te l'ai-je pas dit, Arthur? J'ai dit, Sarah a une intelligence discrète. On te testait juste, on te forgeait le caractère. Sarah recula d'un pas. Elle ne laissa pas maman la toucher. Arrêtez, dit Sarah. Arrêtez. Tout simplement. Mais nous sommes une famille, pleura maman. Des larmes coulant sur son visage, des larmes qui semblaient suspectement fausses. On peut arranger ça, Kevin a fait une erreur, mais nous pouvons tous en bénéficier. On peut. Non, dit David. Il se plaça entre Sarah et maman. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de la traiter comme une. Moins que rien pendant 5 ans et de demander un chèque 5 minutes après avoir découvert qu'elle est riche. David, aboya papa, essayant de regagner son autorité. Ne sois pas égoïste. Ton frère risque la prison. Nous risquons la saisie. Si Sarah a cet argent, elle a l'obligation morale d'aider. Obligation morale, j'ai ri. Où était votre obligation morale quand vous avez essayé de me faire interner hier? Où était votre obligation morale quand vous avez hypothéqué la maison sans me le dire? On a fait ce qu'on devait faire, cria papa. Et maintenant, je fais ce que je dois faire, dit Sarah. Elle se tourna vers RLING. Julien. Les papiers sont prêts, juste ici. Stelline fit signe à l'un de ses gardes de sécurité qui lui tendit un dossier. Sarah prit un stylo. Elle posa le dossier sur le capot de son fort sale et cabossé. Elle signa son nom avec assurance. Voilà, dit-elle, le contrat est signé, EcoCore est financé. Elle se tourna vers Kevin. Et Kevin, à propos de ta position courte. Kevin leva les yeux, une lueur d'espoir au fond du regard. Oui, tu vas la racheter? Tu vas me sortir de là? Non, dit Sarah. L'action s'échange actuellement à 45 $ quand la nouvelle de ce partenariat avec Stelling tombera sur les fils d'actualité dans. Elle regarda sa montre 10 minutes. Les analystes prévoient qu'elle bondira à 120 $. Kevin halta. Il fit le calcul dans sa tête. Je ne peux pas couvrir ça. C'est 12 millions de dollars de pertes. Je ne les ai pas. Alors tu ferais mieux de commencer à vendre, dit Sarah froidement. Commence par la Porsche. Kevin tomba à genoux. Littéralement. Il s'effondra dans le gravier. En sanglotant. Ce n'était pas un pleur digne. C'était le gémissement d'un enfant gâté à qui l'on venait enfin de dire non. Jessica le regarda avec dégoût. Elle ne le consola pas. Elle regarda le Range Rover, puis Sarah. Sarah, dit Jessica d'une voix tremblante. Je ne pensais pas ce que j'ai dit pour tes mains. J'étais juste jalouse. Vraiment. Je sais que tu l'étais, Jessica, dit Sarah. Mais Jessica, tu n'es pas invitée au dîner de célébration. Maître Vance, dit Sarah à l'avocat. Veuillez escorter ces intrus hors de la propriété de mon entreprise, sauf David. Il est le directeur du design. Directeur du design, je l'ai regardé. Il faut bien que quelqu'un conçoive le mobilier du nouveau siège social. Elle me fit un clin d'œil. L'avocat hocha la tête. Monsieur Millet, Madame Millet. Kevin, je vous suggère de partir maintenant. Papa me regarda une dernière fois. David, s'il te plaît. On va perdre la maison. J'ai regardé l'homme qui m'avait élevé, l'homme qui m'avait ignoré. L'homme qui m'avait trahi. Tu as un fils brillant, papa, dis-je, désignant Kevin qui pleurait dans la poussière. C'est un bâtisseur d'empire. Je suis sûr qu'il trouvera une solution. Je leur ai tourné le dos. J'ai entendu les portières claquer. J'ai entendu les moteurs démarrer. Mais cette fois, ils ne les firent pas vomir. Ils s'éloignèrent lentement, vaincus, dans un nuage de poussière qui ne ressemblait plus à une insulte. Cela ressemblait à une purification. Quand la dernière de leurs voitures disparut au bout de la route, le silence revint dans l'atelier. Mais il était différent cette fois. Ce n'était pas le silence de celui qui se cache, c'était le silence de la victoire. Monsieur Stelling regarda les voitures partir, puis se tourna vers nous. Les affaires de famille sont toujours compliquées, dit-il en ajustant ses boutons de manchette. Mais vous avez bien géré ça, Sarah. De la poigne. J'aime ça. Ils ne m'ont pas laissé beaucoup de choix, dit Sarah. Ses épaules s'affaissant enfin. Elle avait l'air épuisée, l'adrénaline retombait. Alors, dit Stelling, regardant l'atelier, c'est ici que tout se passe? La partie RD, oui, dit Sarah. Le laboratoire est au sous-sol. David ne le savait même pas. Je lui ai dit que c'était une cave à légumes. Je l'ai regardé. Une cave à légumes, tu as construit un labo dans ma cave? J'avais besoin d'un environnement à température contrôlée. Elle haussa les épaules. Et tu n'y vas jamais à cause des araignées. Je me suis mise à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes.
les serrer dans mes bras, la soulevant du sol, malgré sa salopette sale. Tu es incroyable, dis-je. Tu es absolument terrifiante et je t'aime. Steline se racla la gorge. Je déteste interrompre ce moment romantique. Mais nous avons du pain sur la planche. Mon équipe vous contactera pour la logistique. Sarah. Le virement arrivera sur votre compte d'ici 1 heure. Il me serra la main. David. J'ai hâte de voir ce que vous allez construire avec ce nouveau matériau. Ne laissez pas l'argent. Gâchez votre art. Je n'y manquerai pas, monsieur. Il remonta dans sa Rolls-Royce. L'imposante voiture fit demi-tour avec souplesse et s'éloigna. Nous laissant seuls avec le Ford S-150. J'ai regardé le pick-up. On devrait probablement s'acheter une nouvelle voiture, dis-je. Peut-être, dit Sarah en tapotant l'aile. Mais gardons celle-ci en souvenir. En souvenir de quoi? Que les choses les plus précieuses ne brillent pas toujours, dit-elle. Mon téléphone vibra. C'était une notification d'une application financière que je consultais. Rarement. Ecocor Solutions CEO ont hausse de 210% suite à l'annonce du partenariat avec Steline. Puis une autre notification, un SMS d'Emily. Maman vient d'appeler. Elle est hystérique. La banque réclame le remboursement du prêt de la maison. Evin vomit dans le jardin. Il demande si je peux te parler. J'ai répondu, dis-leur que je suis occupé. J'ai un nichoir à construire. J'ai rangé le téléphone. Car laissez-moi vous dire que ce qui s'est passé au cours des 6 mois suivants a été encore plus dingue que le chèque. Kevin ne s'est pas laissé abattre sans lutter. Et ces 50 millions, ils ont apporté des problèmes auxquels je ne m'attendais pas. Mais debout là. Dans l'allée, tenant la main de Sarah, regardant la poussière retomber, je me sentais riche. Et pour la première fois de ma vie, cela n'avait rien à voir avec l'argent. 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que le monde se réaligne complètement. Si vous avez déjà vu une démolition contrôlée, vous savez comment ça se passe. D'abord, il y a une série de petites détonations presque imperceptibles. Puis, pendant une fraction de seconde, le bâtiment reste là, semblant téléphone qu'il a toujours été, défiant la gravité. Et puis, d'un coup, il s'effondre sur lui-même. C'est exactement ce qui est arrivé à mon frère, Kevin. Le lundi après la confrontation dans mon allée, la bourse a ouvert à 9h30. À 9h35. Kevin était techniquement insolvable. Sarah me l'a expliqué plus tard devant un café. En utilisant des termes simples parce que mon cerveau a toujours du mal avec la haute finance. Quand on vend à découvert, on emprunte des actions pour les vendre, en promettant de les racheter plus tard à un prix inférieur. On parie sur l'échec. Mais quand Ecocor a annoncé le partenariat avec Julian Steline, l'action n'a pas baissé. Elle est devenue verticale. Elle a ouvert à $110. Kevin avait parié contre elle quand elle était à $12. Il n'a pas seulement perdu son argent. Il a perdu de l'argent qu'il n'avait pas. Il a perdu de l'argent qu'il avait emprunté. Il a perdu l'argent qu'il avait volé sur les comptes de retraite de mes parents. Je ne l'ai pas vu pendant des semaines, mais Emily me tenait au courant. Elle venait dîner tous les dimanches soirs, apportant généralement une bouteille de vin et une nouvelle histoire d'horreur en provenance du château de cartes. Ce sont les huissiers de saisie qui ont fini par acheter maman, nous raconta Emily un soir, en enroulant ses pattes. Ils sont venus pour la Mercedes en premier. Papa a essayé de discuter. A essayé de sortir son numéro du savez-vous qui je suis? Mais le dépanneur lui a juste montré les papiers. Le bail était au nom de Kevin. Avec papa comme co-signataire. Impayé. Et la Porsche? Demandai-je. J'avoue avoir ressenti une petite pointe de satisfaction en posant la question sur cette monstruosité vers Citron. Parti. Dit Emily. Mais ce n'était pas le pire. Jessica l'a quitté le jour où la banque a gelé les comptes joints. Ça ne m'étonne pas, dit Sarah en beurrant un petit pain. Elle était mariée à un style de vie. Pas un homme. Elle n'est pas juste partie, Emily rit d'un rire sombre. Elle a pris les meubles, les tapis, les rideaux. Elle a prétendu que c'était des biens personnels achetés avec son argent de poche. Kevin dort actuellement sur un matelas gonflable dans une maison de 500 mètres carrés qui est en cours de saisie. Entendre cela aurait dû me rendre heureux. Cela aurait dû être le fantasme de vengeance ultime. Mais honnêtement, cela me rendait simplement triste. C'était pathétique. Cela confirmait tout ce que Sarah avait dit, ils étaient vides, sans l'argent, sans les accessoires. Il n'y avait plus rien, juste des gens effrayés et en colère cherchant quelqu'un à blâmer. Pendant ce temps, la vie à l'atelier, bien qu'on ne puisse plus vraiment appeler ça comme ça, était en pleine effervescence, grâce à l'investissement de Steline. Sarah n'a pas déménagé l'entreprise dans la Silicon Valley ou à New York. Elle l'a gardée ici. Nous avons lancé la construction d'un nouveau centre d'R&D sur les 4 hectares au fond de mon terrain. Il a été conçu pour se fondre dans la forêt. Construit entièrement avec les matériaux composites Ecocor de Sarah. Mon rôle a changé aussi. Je n'étais plus seulement le mari de Sarah. J'étais le directeur du design appliqué. Mon travail consistait à prendre les matériaux high-tech de Sarah et à prouver qu'ils pouvaient être beaux.
J'ai fabriqué des tables, des chaises et des poutres architecturales qui ressemblaient à du chêne vieux de 500 ans, mais qui étaient ignifuges et présentaient un bilan carbone négatif. Un après-midi, j'étais dans le nouveau bâtiment à superviser l'installation d'une machine CNC qui coûtait plus cher que l'ancienne maison de mes parents. J'ai vu une voiture familière remonter la longue allée pavée. Ce n'était pas une voiture de luxe. Cette fois, c'était une Honda Civic vieille de 5 ans. Mon père en descendit. Je n'avais pas reparlé à Arthur Millet depuis le jour où il avait essayé de me faire interner. J'avais bloqué son numéro. J'avais renvoyé ses lettres sans les ouvrir. Il paraissait plus petit. L'arrogance qui lui gonflait habituellement la poitrine avait disparu. Son costume était trop grand. Comme s'il avait perdu 10 kilos. Il marcha vers moi, regardant autour de lui le chantier bourdonnant, les ouvriers. L'énergie du succès. Je l'ai rejoint à la grille de sécurité. « David, dit-il. » Sa voix était éraillée. « Arthur, répondis-je. Je ne pouvais plus l'appeler papa. Plus maintenant. C'est impressionnant, dit-il. Désignant le bâtiment de verre et de bois. Sarah a bien réussi. Nous avons bien réussi, le corrigeai-je. Il hocha la tête, fixant ses chaussures. Je suppose que oui. Écoute, David. Je ne suis pas là pour me battre. Je suis là pour te demander si tu as su des nouvelles. Pour la maison, j'ai entendu dire que la banque l'avait prise. Nous avons 30 jours pour évacuer. Dit-il. Ta mère, elle ne le prend pas bien. Elle est dans tous ses états. On cherche un petit appartement dans le sud de la ville. Une location. Il marqua une pause. Attendant que je lui propose de l'aide. Attendant que je lui signe un chèque. C'est comme ça que... Ça a toujours fonctionné dans notre famille. L'argent était l'excuse. L'argent était le langage de l'amour. Ça semble être une réduction d'effectifs raisonnable, dis-je d'un ton neutre. Il leva les yeux, choqué. David, nous sommes tes parents. Nous perdons tout. Kevin nous a détruits. Il nous a menti. Il a fait exactement ce que tu lui as appris à faire, dis-je. Tu lui as appris que l'image compte plus que le fond. Tu lui as appris que prendre des raccourcis est acceptable tant qu'on présente bien. Tu as misé sur le mauvais fils, Arthur. Et maintenant, tu paies les pots cassés. Comment peux-tu être si froid, chuchota-t-il. On t'a élevé. Tu m'as logé, dis-je. Tu ne m'as pas élevé, tu m'as toléré. Et quand je suis devenu encombrant, tu as essayé de me faire enfermer. Tu as amené un avocat chez moi pour me priver de ma liberté. Parce que tu voulais mon terrain. Je me suis penché vers la grille. Ce n'est pas quelque chose qu'on pardonne en un week-end. C'est une rupture permanente. Alors c'est ça, demanda-t-il, les yeux humides. Tu vas nous laisser couler? Je vous laisse nager, dis-je. Pour la première fois de votre vie, vous allez devoir survivre avec ce que vous avez réellement. Pas avec ce que vous prétendez avoir. C'est une leçon précieuse. Je l'ai apprise il y a des années. Je me suis détourné et je suis reparti vers le bâtiment. Il appela mon nom une fois. Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis entré dans le rôle. Où Sarah révisait des plans avec les architectes. Elle leva les yeux vers moi. Elle vit la tension dans ma mâchoire. Ton père, demanda-t-elle. Ouais. Tu lui as donné quelque chose? Je lui ai donné la vérité, dis-je. Sarah sourit et me serra la main. C'est plus généreux que ce qu'il mérite. Mais le coup de grâce, le moment qui a véritablement bouclé la boucle, est arrivé 2 semaines plus tard. Je devais aller chercher une pièce pour le nouveau pick-up électrique que Sarah m'avait acheté. C'était un Rivian, un monstre de puissance, mais j'avais toujours un faible pour le bricoler. Moi-même, je suis allé au grand magasin de pièces auto en ville. Celui qui a un comptoir pour les professionnels. Je suis entré avec mes vêtements de travail, parcourant les rayons à la recherche d'un filtre hydraulique spécifique. Puis-je vous aider à trouver quelque chose, monsieur, demanda une voix au comptoir. Je me suis figé. Je connaissais cette voix. C'était une voix qui hurlait autrefois sur les serveurs. Si le vin n'était pas chambré à précisément 12,2 degrés, je me suis tourné lentement. Derrière le comptoir, portant un gilet rouge avec un bas indiquant stagiaire, se trouvait Kevin. Il avait une sale mine. Ses cheveux s'éclaircissaient. Il avait des cernes sombres sous les yeux. Il ne portait pas de costume italien, il portait un polo en polyester trop serré à la taille. Il me vit. Ses yeux s'agrandirent. Il essaya instinctivement de se cacher derrière la caisse. Mais c'était trop tard. Kevin, dis-je. Il se redressa lentement, son visage devenant d'un rouge cramoisi d'humiliation. David, nous sommes restés à un moment, séparés par un comptoir en stratifié et une vue entière de ressentiment. L'enfant prodige qui se moquait du travail manuel, qui méprisait les métiers de service, était maintenant en train de scanner des codeurs pour 12 $ de l'heure. Je donne juste un coup de main. Mentit-il immédiatement. Le réflexe était toujours là. Je suis consultant pour le directeur régional, j'optimise leur flux d'inventaire. J'ai regardé son bas, stagiaire, je ne l'ai pas dénoncé. Je ne me suis pas moqué. Je n'ai pas ri. J'ai besoin d'un filtre pour un Rivian R1T, dis-je. Kevin pianota sur l'ordinateur. Ses mains tremblaient.
Rayon 4, étagère B. Merci, dis-je. Je commençais à m'éloigner, mais Kevin m'appela. David, je m'arrêtai. Est-ce qu'elle est heureuse? Demanda-t-il. Sarah, elle est très heureuse, Kevin, dis-je. Elle est en train de changer le monde. Kevin hocha la tête, les yeux fixés sur le comptoir. J'ai vraiment tout foiré, pas vrai? Oui, Kevin, dis-je. Tu as parié contre la maison et la maison gagne toujours. Je suis allé au rayon 4. J'ai acheté mon filtre. J'ai payé à une autre caisse. En sortant vers mon pick-up, j'ai vu Kevin qui me regardait à travers la vitrine. Il ressemblait à un fantôme hantant sa propre vie. J'ai réalisé alors que je ne l'haïssais plus. J'avais pitié de lui. Il était le produit de la vanité de mes parents, un produit manufacturé qui avait échoué au contrôle qualité qui avait été rappelé. Je suis monté dans mon pick-up, mon magnifique et puissant pick-up électrique. Et je suis rentré chez ma femme. Le Ford F-150 trône dans le garage maintenant. À côté des véhicules électriques de pointe et des motos anciennes restaurées que j'ai enfin eu le temps et l'argent de collectionner. Nous l'avons nettoyé, nous avons réparé la suspension et redressé les pires bosses. Mais nous ne l'avons pas repeint. Ça n'a pas voulu. Les rayures racontent l'histoire, dit-elle. Un soir, environ un an après que la poussière soit retombée. Sarah et moi étions assis sur les lions de ce vieux pick-up. La porte du garage était ouverte, cadrant une vue sur le soleil couchant au-dessus du nouveau campus Ecocor. La lumière ambrée frappait les panneaux solaires sur le toit du laboratoire, les faisant briller comme de l'or du vrai or, pas l'or des fous que mon frère avait poursuivi. Nous buvions de la bière domestique bon marché. Parce qu'il y a des habitudes qu'on ne veut pas perdre. Est-ce que ça te manque parfois? Demanda Sarah en balançant ses jambes. Quoi donc? D'être invisible, dit-elle. Avant que tout le monde le sache. Avant que Forbes nous mette en couverture. Avant les mails incessants des investisseurs. J'y ai réfléchi. Il y avait une certaine liberté à être sous-estimé. Quand les gens pensent que vous n'êtes personne, ils vous montrent exactement qui ils sont. Ils retirent leur masque parce qu'ils ne pensent pas que vous valiez l'effort de jouer la comédie. Le manque de respect ne me manque pas, dis-je. Mais le calme me manque. Sarah posa sa tête sur mon épaule. On peut toujours s'acheter une île. Steline essaie toujours de m'en vendre une dans les Caraïbes. Je ne veux pas d'île, dis-je. Je veux ça. Mon atelier. Mes bois. Tu m'as moi. Dit-elle. Tu m'as toujours eu. Même quand je n'étais que cette fille de la campagne. Conduisant un pick-up de ferraille. J'ai regardé ses mains. C'étaient toujours les mêmes mains, fortes, capables, peut-être un peu moins calleuses maintenant qu'elles passaient plus de temps en salle de réunion qu'au labo, mais c'étaient les mains qui avaient bâti une fortune pendant que tout le monde était occupé à se regarder dans le miroir. Tu sais, dis-je. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Maman et papa, ils ne nous ont jamais vraiment connus. Pas vraiment. Ils connaissaient une version de nous, corrigea Sarah. Ils connaissaient la version qui rentrait dans leur récit. Tu étais l'échec, j'étais la paysanne. Et Kevin était le prince. Quand nous avons brisé ce récit, leur monde s'est brisé avec lui. Emily dit qu'ils s'en sortent, ajoutai-je. Papa a trouvé un boulot dans les assurances. Maman fait du bénévolat à la bibliothèque. Ils sont normaux, humbles, même. Peut-être que toucher le fond a été la meilleure chose qui pouvait leur arriver. C'est ce qui arrive quand on est forcé de se tenir sur la terre ferme plutôt que sur un piédestal. Répondit-elle. Je ne les ai pas appelés, avouai-je. Je ne peux toujours pas me résoudre à le faire. Et tu n'y es pas obligé, dit Sarah fermement. Le pardon ne signifie pas l'accès. Tu peux leur pardonner ce qu'ils ont fait, lâcher la colère. Mais cela ne veut pas dire que tu dois les inviter à nouveau chez toi pour qu'ils te blessent. Encore, le verrou sur la porte est pour ta sécurité, pas pour leur punition. Cela m'est resté, le pardon ne signifie pas l'accès. Ce fut un voyage incroyable. Du moment où cette Porsche vert citron a dérapé dans mon allée au moment où j'ai vu mon frère scanner des codes barres dans un gilet rouge. J'en ai appris plus sur la nature humaine qu'à l'école. J'ai appris que les gens les plus bruyants sont généralement les plus complexés. J'ai appris que la loyauté est rare et doit être protégée à tout prix. Et j'ai appris qu'il ne faut jamais, au grand jamais, juger un livre à sa couverture ou une PDG à son pick-up. Parfois, quand je traverse la ville dans mon nouveau pick-up, je vois les gens me regarder. Ils voient le véhicule coûteux, les beaux vêtements, la posture confiante. Ils pensent probablement, voilà un type qui a tout compris, un type qui est né chanceux. Ils ne voient pas les années de sûre, ils ne voient pas les insultes, ils ne voient pas les nuits que Sarah et moi avons passées à manger des ramen pendant qu'elle versait chaque centime dans ses recherches. Et c'est très bien comme ça. Je n'ai pas besoin qu'ils le voient, je le sais, Sarah le sait, et le vieux Ford F-150 dans le garage le sait. Nous avons construit cette vie assemblage après assemblage. Jour après jour, nous n'en avons pas hérité, nous ne l'avons pas volé, nous l'avons gagné. Et pour moi, c'est le seul genre d'empire qui vaille la peine d'être bâti. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire,
C'est celle-ci, la vraie valeur est intérieure, pas extérieure. Nous vivons dans un monde obsédé par l'emballage. Nous jugeons les gens par la voiture qu'ils conduisent, la marque de leur montre ou l'intitulé de leur post sur LinkedIn. Ma famille était tellement aveuglée par l'emballage de la réussite des voitures de luxe, les abords au Kanji Club, qu'elle est passée complètement à côté de la substance réelle. Juste devant elle, ils ont confondu la dette de Kevin avec de la richesse. Et ils ont confondu la frugalité de Sarah avec de la pauvreté. Cette erreur leur a tout coûté. Ne faites pas cette erreur dans votre propre vie, ne sous-estimez pas les gens discrets. Ne méprisez pas la personne qui fait le sale boulot. Et surtout, ne laissez la perception de personne d'autre définir votre valeur. Mon frère a couru après l'apparence de la richesse et a fini avec rien. Ma femme a couru après la réalité de la valeur et a fini avec tout. Soyez comme Sarah. Soyez la personne qui construit, pas celle qui se vante. J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un à cause de votre apparence ou de votre véhicule? Ou peut-être avez-vous vécu un moment où vous avez réalisé que la richesse n'est pas qu'une question d'argent? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre histoire, ou si cette vidéo a résonné en vous. Tapez simplement le mot bon pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout et que vous êtes du côté des bâtisseurs, pas des frimeurs. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, la meilleure vengeance est un succès éclatant. Mais la plus belle paix est de savoir que vous n'avez rien à prouver à personne.